Nous, ce qu'on nous avait dit, c'est confier aux multinationales les barrages ou les énergies renouvelables, c'est comme prendre Marc Dutroux comme nounou, quoi. Salut à tous les marcassins. Alors ça faisait déjà un petit moment que je voulais essayer de vous proposer un format comme celui-là. Alors après ce petit résumé, vous aurez bien révisé et je compte bien vous interroger. Parce que depuis la rentrée, on est quand même passé par pas mal de sujets avec beaucoup d'intervenants. C'est de l'émission numéro 10 à l'émission numéro 14. Donc on en refera d'autres plus tard, histoire de synthétiser les émissions. Je remercie mes équipes grandissantes, sans qui tout ça ne serait pas possible. Évidemment les équipières, Eva, Milly, Laetitia. Je remercie aussi, issu de l'atelier technique qu'on vient de monter, Maxime, qui m'a aidé à dérocher toutes ces émissions, sans quoi je ne me serais pas lancé à faire tout ça. Et puis, bon, il y a l'atelier musique, il y a l'atelier écriture, il y a de plus en plus d'ateliers en fait que je suis en train de mener. J'en profite, je vous le redis, tenez, un petit mail sur La Forêt qui pousse, on cherche encore des artistes, graphiques, peintres, dessinateurs, mais en fait tous les talents. Tous les talents, vous envoyez un petit mail ici, sur cette boîte mail, pour vous faire connaître si à un moment donné vous avez envie d'intégrer les différents ateliers de La Forêt qui pousse. D'ici à la faire pousser, on va la réviser. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, partagez, abonnez-vous, les trucs bleus là, je sais pas quoi là, et passez par Tipeee pour ceux qui peuvent, parce que oui, c'est devenu un travail à plein temps la chaîne, et forcément ça demande du soutien. Force, honneur, cœur à l'ouvrage, on ne lâche rien, on va y arriver de la racine par la racine. À tout à l'heure les marcassins. Pour ce soir, je vais accueillir d'abord en premier Xavier Renoux. C'est le fondateur du groupe Les Désobéissants. Moi, j'ai trouvé sa formation particulièrement intéressante et du coup, il va pouvoir nous en parler un petit peu. Salut Xavier. Salut à tous. Alors, les Désobéissants, c'est un collectif qui s'est formé à la fin de l'année 2006. Ça fait donc un petit moment pour faire une chose essentielle qui était de diffuser les outils de la résistance non violente, notamment la désobéissance civile, auprès des luttes progressistes. J'entends par lutte progressiste les luttes attachées au progrès social et à la défense du vivant. Donc l'environnement également. Très tôt, on a lancé des formations à la désobéissance civile. Bien sûr qu'il faut éventuellement voter, en tout cas manifester, pétitionner, faire la grève, mais bien souvent ces outils ne suffisent pas. Parfois, on se fait avoir ou on n'obtient pas les résultats que l'on souhaite. La désobéissance civile permet d'amplifier une mobilisation initiale, de créer le rapport de force qui fait tomber des résultats. C'était aussi une façon de tenter de prévenir l'écueil qui consiste à verser dans la violence. On considère, nous, que la violence peut être extrêmement contre-productive. Donc, on a choisi de montrer qu'il était possible de disposer d'outils qui n'étaient en gros ni la passivité ni la violence. Qu'entre les deux, il y avait un large spectre. Je dois dire que les formations à la désobéissance civile, on en a fait, je ne sais plus combien, mais on est à 5-6 000 personnes formées en France en un peu plus de 10 ans, et puis à l'étranger également. Mais nous avons aussi assez vite proposé d'autres formations à des techniques de résistance non violente parce qu'on nous demandait du clown activisme, parce qu'on nous demandait la stratégie Alinsky de mobilisation, parce que d'autres étaient intéressés par le vidéo-activisme, par le théâtre invisible, etc., etc. Il y a, comme je le disais, un large spectre d'outils possibles pour la résistance non violente. Et alors, au cours de tes formations, moi, ce que j'avais apprécié, ce qui était vraiment intéressant, c'est que tu proposes des mises en situation. Vraiment avec le côté, certains qui jouent les flics, quoi, les forces de l'ordre, d'autres qui jouent les manifestants, ça tourne. Pour essayer aussi de vachement, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est d'essayer de comprendre la mentalité. Hein. Toi, tu as quand même une grande expérience avec de rapport avec la police. Et du coup, c'est pour essayer aussi de comprendre leur psychologie et de pas les voir forcément comme des ennemis, plus comme un rempart vers l'objectif qui est en fait derrière eux. Et du coup, ça permet aussi peut-être d'essayer de garder son calme, de ne pas se laisser avoir. Effectivement, dans ces formations qui durent 1 à 2 journées, on part de la dimension personnelle de la désobéissance civile, on va se mettre en danger, on va s'exposer publiquement, on va prendre des risques, et qui arrive ensuite à la dimension collective, comment on s'organise ensemble pour mener une action de résistance non violente. Et bien sûr,
une fois ce temps de réflexion personnelle et ce temps d'organisation collective passé, on s'interroge sur la place du corps, le rôle des émotions et la gestion de l'antagonisme, c'est-à-dire de la rencontre avec l'adversaire, qui est un autre humain, qui a un rôle social qui nous est opposé, qui nous est hostile, actionnaire, cadre sup ou policier évidemment. Mais qui reste un humain. Dans une logique violente, on n'est que dans le rôle social. Nous, on est les rebelles, les révoltés, les révolutionnaires, les gentils, et en face, ce sont les méchants, et c'est bloc contre bloc, et c'est le but du jeu est d'éliminer l'autre. Dans la non-violence, c'est un peu une autre démarche, enfin c'est radicalement une autre démarche, puisque le but du jeu, c'est au contraire de restaurer le lien d'humain à humain, là où la société inégalitaire, injuste, celle qui caractérise notre société, eh bien, elle a intérêt, au contraire, à garder les rôles sociaux antagoniques. Ni lui ni moi n'avons choisi de nous retrouver adversaires. À un moment, nous sommes néanmoins adversaires, on ne nie pas le conflit, au contraire, on choisit de l'affronter, mais on n'est pas obligé de se détester, de se haïr et d'être violent. Et moins l'autre nous méprisera ou nous détestera, moins il sera capable de violence contre nous. Donc non seulement c'est plus moral et plus éthique, mais c'est aussi plus efficace d'un point de vue tactique. Ok. Eh bien, merci pour ces très bons conseils. Très simples en fait, mais très bons. Et il faut vraiment les avoir en tête, je pense. Eva, alors je me tourne vers toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans le chat? Beaucoup de messages qui me dit, par exemple, Isabelle Bernard qui me dit quand on est dans son fauteuil, oui, quand on a perdu un œil et qu'on est handicapé à vie, non. Et j'ai beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là et qui disent que, compte tenu de la violence de la répression sur le mouvement des Gilets jaunes, l'idée de faire de la désobéissance civile ou d'aller s'adresser à un policier ou d'essayer de tisser un lien avec eux paraît totalement illusoire. Voilà, je fais remonter, il y a beaucoup de gens du chat qui vont dans cette direction-là. Après, moi, ce que j'aurais envie de rajouter par rapport à ce que tu disais, du coup, c'est vrai que c'est très, très compliqué de garder son calme face à des policiers qui nous matraquent, qui nous gazent. Bien sûr. Peut-être que la désobéissance civile aussi, c'est une façon de monter des actions autres que des manifestations qui permettent aussi de se déployer autrement que jouer toujours dans leur jeu. Voilà. Voilà, je crois que vous allez aborder cette question avec Extinction Rebellion parce que justement, la différence de traitement par la police des activistes écologistes d'Extinction Rebellion est flagrante et la seule fois où les militants d'Extinction Rebellion ont dû endurer une forte violence au pont de Sully à Paris de la part des policiers, eh bien, l'écho et le soutien populaire ont été massifs pour les militants, justement parce qu'on ne pouvait pas les soupçonner de violence. Et c'est la violence policière qui s'est retournée contre ces auteurs. C'est là-dessus que je veux inviter nos auditeurs à réfléchir. Vlad, alors, la zététique dans tout ça. Alors, en fait, ce que ça peut apporter au mouvement, déjà, juste pour venir là-dessus, je pense pas spécifiquement apporter au mouvement, mais je pense que les personnes qui ont une bonne connaissance de ce que c'est, de ce que peut apporter la zététique, pour moi, sont des citoyens qui sont plus à même de prendre des décisions, justement. Parce que la zététique, en fait, c'est hyper simple, c'est juste un mot hyper pompeux pour le fait d'appliquer la méthode scientifique à sa vie de tous les jours et aux différentes décisions qu'on va prendre dans la vie. La méthode scientifique, en gros, c'est le fait de se questionner soi-même et d'essayer de se questionner au-delà de ses propres biais. Parce que c'est hyper important de se rendre compte que l'être humain est profondément biaisé. L'être humain n'est pas capable de raisonner rationnellement tout seul. L'un des exemples les plus hallucinants par rapport à ça, c'est de regarder une illusion d'optique. On a beau savoir, quand on regarde telle illusion d'optique avec les deux lignes et les encoches qui sont d'un côté ou de l'autre, illusion d'optique super connue, on a beau savoir en regardant ça, ouais, les lignes sont de la même taille, on a beau le savoir, quand on regarde le truc, on se dit, ah ouais, mais non, celle-là a quand même l'air plus longue. Ça, c'est un exemple un petit peu facile de ce que c'est qu'un biais. Et en fait, là où ça peut être intéressant de s'intéresser un petit peu à tout ça, c'est qu'en fait, ça va juste nous aider à essayer de raisonner un petit peu mieux en tant que citoyen et à penser de manière un peu plus globale, en fait. De se dire, je ne suis pas moi tout seul, je suis un membre d'une grande communauté.
Oui, alors je vais revenir sur une question qui est dans le chat, qui est hyper importante, parce qu'en fait, elle cristallise tout ce qu'on reproche j'ai envie de dire aux zététiciens, mais je vais même dire à la zététique, parce qu'il faut bien comprendre que la zététique, c'est pas des gens, c'est une méthode. C'est la méthode scientifique. Et la question, c'est de Clomici, merci de la poser. La zététique n'amène-t-elle pas à accepter les discours dominants et les discours des lobbies? Au contraire. Au contraire. Un lobby, c'est un objet qui va tenter de conserver un pouvoir, qui va tenter de conserver très souvent une hégémonie. Et la zététique, justement, c'est le fait de se dire, ce truc est hégémonique, pourquoi? Comment a été perçu le mouvement des Gilets jaunes dans ta communauté, un petit peu, chez les zététiciens, les scientifiques, enfin ceux que tu as pu côtoyer? Est-ce que vous en avez parlé beaucoup? Est-ce que ça a été le sujet de questionnement, de compréhension ou pas? Parce qu'en fait, moi, j'ai été surpris. Je vois que tu es très, très au fait des Gilets jaunes. Tu connais très bien le mouvement. Je savais pas. Et du coup, est-ce que les autres s'y sont un peu intéressés ou enfin comment ils ont perçu ça? Alors certains, oui, mais très très peu. Et surtout, il y a eu très très peu d'envie de le manifester politiquement. En fait, pour les mêmes raisons que toi, parce qu'en fait, le problème, c'est que on a déjà un combat très dur à mener, c'est le combat contre les pseudosciences. Et du coup, rajouter par-dessus ça la politique, ça dilue un petit peu le message, ça fait que les gens qui sont opposés à ce qu'on pense politiquement vont pas écouter ce qu'on dit, donc il y a beaucoup de zététiciens qui n'avaient pas envie de s'engager là-dedans, parce qu'ils se disaient, j'ai déjà ça à gérer, je peux pas gérer le reste. Donc malheureusement, la pureté militante, c'est un idéal qui n'existe pas. On ne peut pas vraiment parler à tout le monde, et la plupart des zététiciens ont fait le choix de rester sur l'angle de la zététique et de ne pas s'orienter sur la politique et sur les sujets qui sont afférents aux Gilets jaunes, malheureusement. Mais oui, il y en a qui en ont connaissance, il y en a même qui participent, mais ils vont simplement pas le manifester publiquement, quoi. On va se tourner vers le chat, voir un petit peu ce qui se passe. Ah, peut-être juste un dernier point ainsi je voulais aborder avec toi, c'est se méfier aussi parce qu'on est dedans, on est dans YouTube, les gens qui nous regardent forcément aussi. On sait, moi je me suis rendu compte aussi que l'algorithme de YouTube, c'est peut-être aussi une des choses les plus dangereuses pour justement notre esprit critique. Donc ça aussi, tu en as fait les frais, tu peux peut-être en toucher deux mots, ce que tu penses de ça et de la dangerosité en fait de cette chose. L'algorithme YouTube, c'est vous allez regarder une vidéo. Cette vidéo va vous envoyer vers une galaxie d'autres vidéos sur le même sujet. Vous allez aller sur une autre vidéo qui va vous renvoyer vers une autre galaxie de vidéos qui sont tous plus ou moins connexes. Et du coup, au fur et à mesure que vous regardez ça, vous allez donner à YouTube des données. Vous allez offrir à YouTube des données qui vont lui permettre de vous donner que des vidéos qui sont confortables pour vous, que vous allez regarder jusqu'au bout, qui vont vous donner envie de regarder d'autres vidéos pour que vous regardiez plus de pubs plutôt que de vous aider à vous questionner. Parce que YouTube, si c'est gratuit, c'est pas pour rien. Il faut se rappeler que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Je reviens sur ce que tu disais, Vlad, parce qu'il y a beaucoup de contestations à ce que tu dis sur le chat concernant le fait que beaucoup des études sont commandées par des lobbies ou achetées, ou peut-être qu'il peut y avoir de la corruption, etc. Et donc, comment toi et les personnes qui sont dans ton mouvement arrivent à démêler le vrai du faux là-dessus? J'ai un exemple en tête, c'est tu parlais de la cigarette tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a eu des études à une époque pour montrer à quel point la cigarette, en fait, c'était super, et on sait aujourd'hui les dégâts que ça fait à la société. Comment tu arrives à démontrer le vrai du faux là-dedans? Alors, déjà, il faut voir que c'est un petit peu le syndrome mec avec une blouse blanche dans une pub Colgate. C'est pas parce qu'un truc se déguise en science que c'est de la science. Et si on se renseigne un petit peu sur les études qu'il y avait à cette époque-là, moi je suis pas au courant du dossier, mais à mon avis, il est fort probable que les scientifiques aient dit ou effectivement c'est nocif, ou bah écoutez c'est trop tôt, on peut pas encore vous dire si c'est nocif ou pas. Mais c'est hyper facile de mettre un petit logo, les scientifiques approuvent. C'est comme le vu à la TV qu'on avait à une époque sur les journaux. C'est hyper facile de mettre ça, ça veut pas forcément dire que c'est vrai. Le mec avec sa blouse blanche dans une publicité de dentifrice, c'est pas un scientifique, c'est un acteur. Mais le fait qu'il ait une blouse blanche, on va se dire ah ouais, ça c'est bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors les lobbies existent, c'est complètement vrai, je l'ai dit plus tôt. Les lobbies financent des études, c'est aussi complètement vrai. Par contre, c'est ce que je disais justement, c'est pour ça que je disais une étude toute seule, elle a zéro valeur. Une étude toute seule, c'est un élément qu'il va falloir confirmer ou infirmer par la suite.
Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a ce qu'on appelle les faux positifs ou les faux négatifs. Parce que des fois, le hasard fait qu'une étude va donner un résultat positif, alors qu'en fait, si on la refait, elle est négative. Et si on la refait encore une fois, elle est négative, puis négative, puis négative, puis négative, puis négative, puis négative, puis positive, puis négative, etc. Vous savez, c'est le truc de la pièce qu'on jette en l'air. On se dit, elle ne va pas tomber sur la tranche. C'est pas possible. Des fois, ça arrive. C'est possible. Donc, déjà, il y a le fait que les lobbies sont hyper puissants. Des fois, ils vont commander des études. Des fois, ces études, même des fois, ces études vont complètement pas aller dans leur sens, mais ils vont dire, on a commandé des études et on a raison. C'est deux événements complètement séparés. Il y a d'un côté le on a commenté des études et de l'autre le mensonge. Ça arrive, ça peut se rencontrer. Ou alors des fois, justement, ils vont faire ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire sélectionner la seule étude sur les 12 000 études qui existent et qui disent ouais, vous avez raison, pour dire regardez cette étude-là, elle dit qu'on a raison. Donc malheureusement, là, le problème, c'est qu'il ne faut pas blâmer la science, il faut justement blâmer les personnes qui sont dans la publicité, les personnes qui ont un intérêt financier à ça, et les personnes qui ont envie que les études disent vrai. Donc en fait, il ne faut pas demander l'avis de ces personnes-là, il faut voir ce que dit vraiment la science. C'est un de planète qui est bien ronde, hein, d'ailleurs, on le voit. Imaginez une monnaie qui favorise l'échange plutôt que la capitalisation. Imaginez une monnaie dont la création est indexée à la vie humaine. Imaginez une monnaie qui permet aux artistes, aux créateurs, aux bénévoles, aux mères ou pères au foyer de faire leur activité sereinement sans risquer de finir pauvres. Imaginez une monnaie qui tisse du lien social réciproquement profitable et qui pousse mathématiquement les très riches et les très pauvres à se retrouver autour d'une moyenne dans le temps. N'imaginez plus, cette monnaie existe. Elle a été lancée il y a à peu près 2 ans et demi et compte aujourd'hui près de 2250 membres co-créateurs et 5 à 7 000 utilisateurs. Cette monnaie libre qui répond à la théorie relative de la monnaie, la TRM, sort du travail d'un mathématicien français, Stéphane Laborde, en 2010. Et pour la découvrir et commencer à en parler, on va se tourner vers Gab qui est à Toulouse, qui est ingénieur commercial et ingénieur en développement en logiciel 3D et qui a intégré la communauté il y a un peu plus de 2 ans. Avant de parler de monnaie libre, il faut comprendre ce qu'est la monnaie. On travaille tous pour avoir de la monnaie. On travaille ou on perçoit des aides ou on a des subventions, agriculteurs, etc. Tous, on recherche de la monnaie. On recherche de la monnaie en tant que comme une finalité en soi. Et ça, c'est un gros problème. Et on va le voir pourquoi. C'est qu'on ne se pose jamais la question de, déjà, qu'est-ce que la monnaie? Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On ne se pose jamais la question de qui crée la monnaie, comment, voilà, quel est le processus. Et on va parler de l'euro, par exemple. Qu'est-ce que l'euro? Donc, on va se dire, l'euro, c'est une monnaie, on va parler de billets et de pièces. En priorité, c'est ce à quoi on pense. Quand on parle de monnaie, on pense saumon et trébuchant. Et après, on va parler des chiffres sur nos comptes en banque. Est-ce que c'est la même chose, les billets, les pièces, les chiffres sur nos comptes en banque? En fait, c'est 2 choses différentes et on va l'expliquer. Que représentent les billets et les pièces dans la masse monétaire totale? Alors, on pourrait se dire que aux chiffres qu'il y a sur nos comptes en banque correspondent aux billets, aux pièces qui sont en circulation. Ça, c'est le premier a priori ou la première fausse idée, c'est que les billets et les pièces représentent 3,5% seulement de la masse monétaire totale de la zone euro aux dernières statistiques d'août 2018. Donc, c'est tout récent, hein, c'est l'année dernière. La BCE, la Banque Centrale Européenne, fait des stats régulièrement parce qu'en fait, ils ne savent pas combien il y a de monnaie en circulation. Ils sont obligés de faire des statistiques. Comment les banques privées créent la monnaie? En fait, tout simplement lors des crédits. La monnaie est créée lors des crédits. Et donc, je vais faire une explication. Quand vous faites un crédit pour une maison, disons 200 000 euros sur 20 ans, la banque crée, c'est un terme technique, ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Ex nihilo, nihilo, c'est vide. Elle crée la monnaie à partir de rien. Donc, elle crédite votre compte de 200 000 euros. La monnaie sur votre compte. Et écrit dans son bilan, c'est équilibré, que vous lui devez 200 000 euros. Donc, c'est équilibré au niveau des comptes. Vous devez rembourser sur 20 ans.
la monnaie est détruite lors des remboursements, ce qui évite l'inflation. Donc, la monnaie est créée lors du crédit, 200 000 euros sur 20 ans, je rembourse petit à petit parce que je travaille, ça me permet de rembourser mon crédit. La monnaie est détruite lors des remboursements. Et on se dit, c'est équilibré ce truc-là. Enfin oui, on a juste oublié un petit truc. Ce sont les intérêts. Les intérêts, et là où c'est bluffant, c'est que représentent les intérêts? Quand vous faites un crédit de 200 000 euros sur 20 ans, avec le taux d'intérêt et l'inflation d'environ 10% par an, au final, vous remboursez 400 000 euros. 200 000 euros empruntés, vous remboursez le double. Voilà. Ça serait 20 000 euros sur 20 ans, ça serait pareil. Hein. C'est le double. Et donc, 200 000 euros sont détruits et 200 000 euros sont empochés par la banque. Donc, je vais vous poser la question, est-ce qu'une banque, vous avez déjà vu une agence bancaire vétuste? Alors, moi, rarement. Ben, parce qu'elles ont de la monnaie. Hein. Et vous, la monnaie que vous avez créée lors du crédit, elle est détruite. Donc, il va manquer de la monnaie pour la vie réelle. Alors, la théorie, c'est que les monnaies des intérêts, la monnaie des intérêts de 200 000 euros, la banque est censée, en théorie, réinjecter la monnaie dans l'économie réelle. Ben, elle va effectivement payer les travaux pour ne jamais avoir d'agence vétuste, hein, marketing avec tout, publicité, etc. Les salaires, mais en fait, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la masse monétaire restante des intérêts. Et en fait, elle ne va pas la remettre dans l'économie. Il va manquer de la monnaie dans l'économie et elle va l'investir sur les marchés financiers. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça? Et ça, c'est là où ça... La première des conséquences, c'est que, en fait, ça pousse le monde, comme on manque de monnaie, ça pousse à faire des crédits. Et donc, ça pousse à faire des remboursements et à rembourser les intérêts. Donc, en fait, ça nous esclavagise à rembourser la dette. Donc, ça nous pousse aussi à une croissance infinie. Et dans un monde fini, il y a un problème là. Ben, on le sait. Donc, la question arrive. L'idéal ne serait-il pas d'avoir une monnaie alternative co-créée à égalité par nous, les humains, gratuitement, perçue sous la forme d'un dividende universel, sans intermédiaire, sans banque, prédatrice du bien commun, qu'est la monnaie? Ça serait cool, non? Ça existe, ça s'appelle la monnaie libre. Comment devenir membre? Voilà. Comment s'ouvrir un portefeuille en jaune et comment devenir membre co-créateur de la monnaie. Allez, qui c'est de vous deux qui veut s'y coller? Marlène, vas-y. Voilà. Donc le plus simple, donc déjà d'aller sur le site ou l'application qui s'appelle Cesium, d'aller voir, il y a un annuaire. Vous pouvez aller cliquer dessus et il y a une carte de la France et vous pouvez voir combien de membres il y a, ceux qui se sont géolocalisés, hein, parce qu'ils peuvent utiliser la monnaie mais sans se géolocaliser. Donc déjà, ça donne une petite idée de s'il y a des gens autour de vous qui l'utilisent. Et ensuite, allez vous rapprocher de ces gens-là qui organisent sûrement des apéros, des rencontres pour voilà discuter, parce que ça, je pense que ça... C'est quand même un investissement, il faut rencontrer les gens, bien comprendre le concept, ça se fait pas comme ça en une journée. Donc, rencontrer les gens et après, les gens, ils vous guideront voilà, pour créer votre compte sur Cesium. Et ensuite, voilà, comme c'est une crypto-monnaie, donc tout est par Internet, donc je laisserai Gab expliquer, mais du coup, pour pas se faire hacker ou quoi que ce soit, pour certifier, sécuriser le réseau, ça marche avec une toile de confiance. Donc, la toile de confiance, en fait, c'est si on veut, on peut très bien utiliser la monnaie comme ça en créant un compte portefeuille. Donc, je crée un compte, je vends un truc, hein, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je devais jeter des pneus, voilà, qui sont encore bien, je les vends, comme sur le Bon Coin, le Gcoin. Comme ça, vous pouvez récupérer des junes en vendant et après, vous pouvez commencer à échanger, rencontrer des gens parce qu'en fait, pour être membre co-créateur, il faut 5 certifications de personnes qui sont déjà membres. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment s'investir, rencontrer des gens, trouver des personnes pour le certifier, quoi. Alors, ça, et je vais te redonner la parole juste pour préciser, effectivement, pourquoi avoir 5 personnes qui doivent certifier quelqu'un qui rentrerait donc dans cette toile de confiance, dans cette communauté d'une certaine façon, c'est pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un être humain vivant à qui on a affaire, pour ouvrir un compte qui va donc créer de la monnaie et qu'il n'y en ait pas plusieurs qui puissent s'ouvrir, voilà.
Exactement, qu'on puisse, voilà, que c'est une toile de confiance, se faire confiance, parce que la monnaie, elle est basée sur la confiance. C'est-à-dire, si vous n'avez pas confiance en la personne, vous échangez pas avec elle. Donc, c'est ça qui est important. Et du coup, pour sécuriser cette blockchain, donc du coup, Gab expliquera mieux que moi la différence avec le Bitcoin et par exemple, la monnaie libre. Le Bitcoin, c'est basé un peu sur le système de la monnaie dette. C'est-à-dire qu'il y a une telle quantité de Bitcoin, premier arrivé, premier servi. Après, il y en a de moins en moins. Les gens, ils investissent dans des grosses machines pour récupérer, machin. Et à la fin, il n'y en a plus. Donc, c'est un peu, pour moi, la même chose que la monnaie dette. Que là, en fait, c'est des utilisateurs qui ont un serveur chez eux, qui font ça bénévolement, on va dire. Donc, nous, comme voilà, on a le dividende universel, on leur fait des dons pour les remercier pour leur participation, pour que cette blockchain, cette crypto-monnaie soit pratiquée. La partie légale dans tout ça, la légalité, le fait d'échange de monnaie, voilà, comme la loi voit ça comment, quelle est pour l'instant la forme juridique de la monnaie libre. Gabriel, peut-être. Stéphane Laborde, encore lui, il a eu une idée géniale. C'est de dire, la monnaie libre, on l'appelle monnaie libre, en fait, on fait ce qu'on veut, parce qu'en fait, on peut l'appeler comme on veut, puisque ce n'est pas une monnaie, c'est une œuvre d'art. Et du coup, ça tombe sous la réglementation des œuvres d'art, qui est bien moins régulée, puisque justement, les œuvres d'art, pour les riches, ça leur permet de défiscaliser, d'utiliser les œuvres pour défiscaliser, c'est impressionnant, hein, 1% ils utilisent ça comme ça, et des œuvres à plusieurs millions, ça leur permet de défiscaliser, donc de ne pas payer leurs impôts en achetant des œuvres d'art, après qu'ils vont pouvoir revendre, enfin, c'est un truc de fou. Mais là, voilà, là, du coup, la monnaie libre est une œuvre d'art. Donc, en termes de juridique, eh bien, en fait, c'est imbattable, et donc j'y viens. Quelqu'un a quatre chaises, il a besoin d'une paire de baskets, et quelqu'un qui a une paire de baskets a besoin de 4 chaises. C'est génial, ils vont pouvoir troquer. Ils se rendent compte, et puis finalement, ouais, mais je ne suis pas d'accord parce que mes 4 chaises, elles ne valent pas ta simple paire de baskets, quoi. À la limite, je te donne une chaise, quoi. Oui, mais moi, je veux 4 chaises. Comment on fait? Ils sont bloqués. Donc, c'est le problème du troc. Ils ont une monnaie, et ils vont l'échanger avec cette monnaie, et chacun, ils ont de la monnaie. Donc, je te vends mes 4 chaises 80 junes, et je t'achète ta paire de baskets 20 junes. Ok, c'est équilibré. Ils peuvent faire affaire. La monnaie sert à ça, à mesurer les biens et les services. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et la valeur, comme elle est relative, c'est à nous de nous mettre d'accord, chacun entre nous, quand on vend un truc. Exactement. On se met d'accord. Et du coup, est-ce qu'on sait attaquable? Est-ce qu'il y a des taxes à payer? Non, non. C'est une œuvre d'art. Je viens d'échanger mes 4 chaises contre une œuvre d'art. Et l'autre, il a pris une partie de l'œuvre d'art pour vendre c'est du troc, mais avec une monnaie qui n'est pas une monnaie, qui est une œuvre d'art. C'est génial. C'est inattaquable. Pas de taxes, pas d'impôts. Pas de taxes, pas d'impôts. Milly, est-ce que tu as relevé des choses dans le chat là? Oui, alors, il y a pas mal de commentaires intéressants, des questions. J'essaie de faire un peu le tri. Donc les gens sont assez enthousiastes pour l'instant, hein. Par exemple, il y a Cat16 qui nous dit « Voilà un sujet qui me branche. À mon avis, c'est une grosse solution au problème des gilets jaunes. » Donc ça, c'est assez intéressant. C'est à l'échelle d'une société, on est obligé de trouver un système pour se mettre d'accord et faire des échanges, des choses. Donc, il faut qu'il soit le plus juste, le plus équitable et le plus humain possible. J'aime beaucoup aussi la comparaison avec la fontaine, en fait. Comme c'est un outil de mesure qui nous permet à nous de faire tout, quoi, d'échanger. Si vous regardez bien l'euro, là, la monnaie dette, si vous n'en avez pas, vous êtes mort, quoi. C'est un outil, on est obligé d'avoir ça pour vendre. Vu que l'être humain crée, fait des choses, il faut qu'on échange, il faut qu'on trouve un moyen voilà, d'échanger. Et le truc de la monnaie libre, c'est d'imaginer, c'est un robinet qui coule, ou un robinet ou une fontaine, en fait. Et en fait, c'est un flux constant. Donc, comme les êtres humains qui naissent, qui vivent, qui meurent. Donc, c'est créé, ça te suit, c'est détruit. Et en fait, c'est vraiment lié à l'être humain. Enfin, après, c'est tout un délire, voilà, mathématique. Moi, c'est pas mon truc, mais le peu que j'ai compris, c'est vraiment bien. Ceux qui kiffent les mathématiques, allez lire le truc de TRM. Voilà, et creuser le truc, c'est pas en une journée ou en une discussion comme ça ce soir que vous allez tout comprendre, quoi, hein.
lieu d'attendre que les changements que nous souhaitons viennent d'en haut, organisons-nous selon nos propres règles en autogestion économique et politique. Inventons et créons dès aujourd'hui le monde de demain. Relions-nous au sein d'assemblées citoyennes fédérées autour des valeurs d'entraide, de partage et de fraternité. Mettons en place notre propre monnaie indépendante du système financier global. Instaurons des circuits courts pour l'alimentation, l'énergie et tous les produits de base pour devenir résilients et mieux résister aux futures crises économiques. Ne nourrissons plus un système autoritaire, inégalitaire et polluant par notre consommation, nos impôts et notre travail. Boycottons l'économie mondialisée. Ne soyons plus complices de notre servitude. Ce texte, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Rémi et son équipe. Alors bravo Rémi, bravo à ton équipe. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu du coup ton projet, ce colloque, comment et surtout comment tu l'as organisé? Bonsoir à tous et merci Sanglier pour l'invitation ce soir. Alors le texte que tu viens de lire, c'est l'introduction du projet SEED que j'ai présenté donc ce week-end au colloque que nous avons organisé ensemble avec Emeline ici présente et William et puis toute une équipe qui nous a aidés pour l'organisation. En fait, l'idée de la réunion qu'on a organisée ce week-end, c'était de pouvoir se rassembler tous ensemble avec différents mouvements et collectifs de bords différents. Donc, bien sûr, des gilets jaunes d'un peu partout en France, avec également des groupes qui se battent pour l'écologie. On pense aux marches pour le climat, Extinction Rébellion, Alternativa, NVCOP 21, mais aussi donc des mouvements sociaux historiques comme les cheminots, Attaque et puis d'autres associations spécifiques. Il y avait le syndicat national des journalistes, il y avait Acrimed donc pour la critique des médias, il y avait des mouvements féministes, donc il y avait une belle diversité. On avait environ une centaine, un petit peu plus d'une centaine de mouvements présents. Et puis, on était environ 200 à débattre, à construire quelque chose ensemble. Donc, le but de cette rencontre, c'était, le thème, c'était la stratégie, c'est-à-dire comment mettre en place des solutions. Ce n'était pas uniquement de parler du problème ou de solutions abstraites, mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait maintenant tous ensemble pour s'en sortir. Les 4 initiatives stratégiques qui ont été présentées, c'était le municipalisme, qui est assez bien connu, donc le fait que des listes citoyennes se présentent au municipal. Le programme commun, qui est donc un programme commun à partisans écrit par la société civile, consensuel, et qui se présentera aux prochaines élections présidentielles. Donc le réseau CID, dont Rémi parlera tout à l'heure, donc qui est un réseau autonome, mais je ne vais pas en dire plus parce qu'il va développer ça plus tard. Le RIC, bon ça je pense que c'est assez connu. Et voilà, donc à chaque fois avec la possibilité d'en débattre, de poser des questions, etc. L'objectif, c'était de tirer des choses concrètes de tout ça. Alors, le projet SEED, en fait, c'est pas un projet personnel, c'est une proposition de convergence. En fait, c'est une stratégie de convergence. Donc, ça se base sur l'idée que nos institutions nous ont été retirées et sont mises à profit par certaines personnes qui en profitent, donc que ce soit le système financier, le système politique, mais ils nous tiennent un petit peu parce que pour s'organiser, aujourd'hui dans la société, on a besoin de ces institutions, donc c'est aujourd'hui très difficile de quitter le système, à part devenir un marginal, d'aller vivre dans la forêt ou bien de rejoindre une communauté, mais ce n'est pas ce qui convient à tout le monde. Donc, la proposition de cette stratégie SEED, c'est de le faire tous ensemble, de créer nous-mêmes nos modes d'organisation sans attendre que le système change, c'est tout de suite créer notre système à nous pour petit à petit prendre du recul sur le système du capitalisme libéral et faire sans ces institutions qui nous volent et qui nous oppriment. Donc, en fait, ce serait l'idée d'écrire nous-mêmes les règles de cette organisation, donc se fédérer tous ensemble, tous les gens qui en ont marre de ce système autour d'une constitution, d'une monnaie commune, donc de créer une boucle économique autonome avec une monnaie complètement indépendante des monnaies du marché libéral pour pouvoir donc non seulement être indépendant, mais en plus être résilient. Donc, c'est de proposer de s'affranchir de ce mode de fonctionnement pour pouvoir, en cas de problème, continuer à s'organiser de manière complètement autonome sans subir ces conséquences-là.
Et donc, ce qui a pu ressortir de ce colloque, c'est que on va créer une plateforme commune avec des outils informatiques libres pour pouvoir, et des réseaux de contact aussi, pour pas être seulement sur Internet, que ce soit pas seulement considéré là-dessus, et pour faire circuler les informations et pour mettre en place des groupes de travail par la suite. Et voilà, pouvoir peut-être éventuellement préparer des actions communes ou en tout cas relayer les actions et pouvoir agir de manière un peu plus coordonnée, quoi, en allant dans un même sens. Parce que le but n'est pas de créer un monde numérique. Le numérique ne remplacera jamais et ne devrait jamais remplacer les relations humaines. On a vu renaître des relations humaines extraordinaires avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas pour se rester planqué derrière un écran. Mais ça peut nous permettre de nous coordonner. Donc le but, c'est au maximum de parler dans des assemblées citoyennes, de se confronter, de faire du débat, de faire des rencontres, d'aller voir ses voisins, de créer du réseau. Mais ça peut nous permettre d'avoir une monnaie numérique en ligne. Donc, on n'est pas tout le temps sur son téléphone en train de regarder son compte en banque, mais ça nous donne une sécurité pour les transactions. Ça peut nous permettre d'aller voir la charte, d'aller travailler sur la Constitution pour ceux qui sont intéressés, de se relier ou même de proposer des actions, des événements, etc. Mais le but, ce n'est absolument pas d'être dans un monde où on est séparé par les écrans, comme on l'est depuis maintenant quelques années. Bon alors, Rebecca, à 20 ans, comment tu as vécu, toi, ce colloque? Raconte-nous un petit peu comment tu as travaillé, ce que tu en as pensé, voilà. Comment j'ai vécu ce colloque? Super. Ma conclusion, ça a été que j'ai vu environ, comme il disait, entre 100 et 200 personnes qui partaient. Et ces 100 et 200 personnes étaient tellement diversifiées et venaient de tellement de lieux différents. Je me suis dit, c'est génial, ça va se propager à une dimension encore plus grande parce qu'ils venaient tous de milieux super divers. C'était absolument génial, ça m'a fait du bien, ça m'a donné de l'espoir, ça m'a redonné de l'énergie. C'était génial, quoi. C'est ce que j'attendais de ce colloque. La base pour moi, c'est se changer soi en changeant le système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer dans la même culture. Ça va ensemble, en fait. L'émancipation, ça te parlait peut-être plus que la confrontation avec le gouvernement, Ok. la lutte. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que les deux sont importants? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre pour toi? Les deux sont importants, je pense. Je suis plus du côté de l'émancipation, c'est-à-dire pour moi, le changement, il viendra vraiment si on fait les choses pour quelque chose et pas contre, si on a une vision pour quelque chose. Ça, c'était une des questions par rapport à l'adversaire, justement. Pour moi, ma vision, c'est on est dans un système néfaste et mauvais, et il suffit simplement de s'en extirper et d'aller vers un nouveau système. Il y a aussi des personnes qui disent oui, mais il faut aussi s'occuper de détruire en fait le système en place et d'affronter le système en place, de changer le système en place. Oui, moi je me reconnais plus dans le côté émancipation, justement dans la création de quelque chose de nouveau. Mais les deux, je pense, sont complémentaires et il faut arrêter avec le ou. C'est pareil, c'est et maintenant. C'est et. Bon, moi je suis une militante depuis presque 30 ans, quoi, et de voir toutes ces initiatives depuis une année qui se mettent en place, mais je suis au comble du bonheur absolu. Je voudrais juste citer Philippe qui dit c'est l'amour qui nous sauvera. Je le crois profondément, je l'espère de tout mon cœur. Et voilà, l'amour et la construction. Dans la fin du chat, il y a eu des choses quand même, pas mal d'opposition, mais des choses très positives qui sont nées. L'émission, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a fait naître pas mal de réactions aussi très positives. Ce petit retour doucement, tranquillement, vers le local, vers la terre, vers la prise de conscience, en même temps que vers la lutte, toute cette vraie convergence d'idées, eh ben, ça a créé beaucoup de discussions dans le chat, mais là, ça devient constructif. Et moi, ça me réchauffe le cœur, ça avance. Enfin, ça avance, on avance, tous ensemble. Et merci à tous d'être dans ce discours d'union. C'est dans l'union qu'on va être fort. Merci. Il faut arrêter de se tirer dans les pattes. Et il faut aller ensemble maintenant. Et on a besoin de tout le monde, quoi. Ben, super. Merci, Rebecca. Et salut à tous, salut à tout le monde, merci d'être là pour cette 13e émission de la forêt du sanglier. Merci à tous les marcassins, aux gardes forestiers qui sont déjà bien chauds là, je le vois. Alors ce soir avec moi pour présenter l'émission et être dans le chat avec vous, c'est Eva. Eva qui sera là. Salut Eva, comment tu vas?
Ça va très bien, merci Ludo, très contente d'être à nouveau avec toi ce soir. Et en plus, on a des invités absolument géniaux, que vous connaissez peut-être. En tout cas, moi, je suis très contente parce que je connais la chaîne de Vincent depuis un bout de temps déjà, donc je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir. Salut Raphaël. Donc Raphaël qui a participé du coup au montage du réseau de résistants que Lauriane va commencer par nous présenter du coup. Donc ça fait suite à la vidéo que vous avez tous certainement vue de l'effondrement de Vincent, où à un moment donné tu parles de monter un vrai réseau de lutte pour pouvoir comme ça cartographier aussi les combats, les luttes, pour que tout le monde puisse se parler, avancer. Donc Lauriane, c'est toi qui t'es occupée de cette partie-là. Alors tu vas, je vais te laisser nous présenter un petit peu ce super travail. Merci. Oui, alors ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille dessus. L'idée, c'était de faire une cartographie des luttes, de toutes les luttes qui existent en France. Alors, c'est un peu la boîte de Pandore, hein. Quand on commence à fouiller, il y en a des centaines absolument partout. On connaît les luttes assez célèbres, celle de Bure contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires, celle de Notre-Dame-des-Landes, évidemment. Mais il y a énormément de gens qui luttent dans toute la France contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles et imposés. Alors, c'est quoi en fait? Enfin, bon, on sait un peu ce que c'est, mais je vais peut-être redéfinir ce que c'est qu'un projet inutile et imposé. C'est quelque chose qui a pas de sens en fait en termes écologiques, socio-économiques et humains. C'est aussi un projet où les citoyens en fait n'ont pas été consultés. En fait, la décision a été prise sans eux et souvent dans une certaine opacité avec des arguments parfois pas vraiment clairs et un peu douteux. Et donc tous ces projets, on a essayé de les catégoriser pour que ce soit plus facile à retrouver dans la carte. Donc on a plein de catégories. Donc il y a tout ce qui est un peu bétonnage, notamment tous les centres commerciaux qui grignotent les terres agricoles. Tout ce qui est dans la catégorie transport, alors toutes les déviations, les nouvelles routes qui sont pas forcément utiles. Dans l'énergie aussi, par exemple les centrales à biomasse qui détruisent la forêt. On a également tout ce qui est l'industrie, l'agriculture avec plein de fermes-usines de poulets et de cochons. Également tout ce qui concerne les déchets avec pas mal d'incinérateurs. Et donc le commerce, les loisirs. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, effectivement, alors moi je sais que de mon côté ou de notre côté même avec l'émission du Rond-Point 2.0, on parle souvent du fait de l'importance de monter des équipes pour commencer à résister, à s'organiser, et c'est tout par-delà, tout le temps. Et là, en fait, c'est vachement intéressant parce que ton travail et votre projet là, il permet éventuellement de rejoindre des équipes existantes en fait, et surtout de pouvoir se servir de modèles qui marchent déjà, d'avoir déjà les bons conseils et fluidifier vraiment l'avancement, je dirais, dans les luttes, dans les causes, pour aller tout de suite. Pour être actif et efficace tout de suite, quoi. Oui, en fait, c'est un peu ça parce que souvent, les collectifs sont assez petits et s'épuisent pendant des semaines, des années, en fait. Ça dure des années, en fait, des combats juridiques contre, par exemple, je pense à un centre commercial dans l'Hérault. C'est l'association des petits commerçants locaux qui ne veut pas du tout que des grosses enseignes viennent s'installer à quelques kilomètres. Et ça fait 8 ans, en fait, qu'ils sont en train de faire des combats. Donc, c'est des recours en justice contre des recours en justice. Et souvent, le PLU et le plan local d'urbanisme qui autorise l'ouverture, la bétonisation est modifié à la marge. Et ensuite, il faut faire un nouveau recours. Donc, c'est assez fatigant, assez éreintant. Et ils ont besoin de monde, en fait. Ils ont besoin de forces vives pour les aider à faire des pages Facebook. Et même souvent, on va dire, c'est quand même des gens d'un certain âge qui ne comprennent pas très bien comment marchent les réseaux sociaux. Donc, ils ont vraiment besoin de vivre pour les aider à continuer leur combat et qu'ils sentent un... Bien sûr. Alors, je remets tout de suite là, voilà, le lien dans le chat pour s'inscrire sur le formulaire que tu as mis en place. Et puis, je vais me tourner vers Eva, voir si on a des premières remontées du chat. Totalement par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui se manifestent concernant des ZAD qui se créent. Il y a Lino Guillemant qui me parle de Perpignan le 19 octobre contre usine de bitume. Donc voilà, si certains sont de Perpignan, qu'ils n'hésitent pas. Eric qui me parle de la ZAD de Bretignolles-sur-Mer qui s'est montée contre un port de Plaisance, donc n'hésitez pas à aller voir également. J'en profite parce que je connais un peu, et tu en parlais tout à l'heure, pour dire qu'au Triangle des Gonesse, le collectif Non à Europa City organise ce dimanche
20 octobre, un Z-Dimanche, donc un pique-nique à partir de 10h. Si vous êtes en Ile-de-France, n'hésitez pas à les rejoindre aussi. Alors Vincent, dis-moi, alors moi j'ai beaucoup aimé, je la mets, tiens là, hop, je mets le petit lien, ta vidéo et le travail qui a été fait sur le réseau de résistance, mais c'est le petit guide pour plus d'autonomie, de créativité, d'efficacité, de radicalité, de solidarité dans la lutte. Est-ce que tu veux bien peut-être me parler de ça? Alors bon, tu as peut-être envie de toucher un mot sur le réseau de résistance et la cartographie des luttes avant, et après peut-être parler un peu de ça. Tant de choses à dire. Bon, d'abord, le petit guide, effectivement, c'est un travail de questionnement, de réflexion sur, tiens, indépendamment de tous les éléments externes à notre lutte qui peuvent expliquer qu'on n'atteint pas nos objectifs, évidemment, on s'attaque à des adversaires 1000 fois plus puissants que nous par leurs moyens monétaires, par le réseau auquel ils ont accès, etc. Et il y a quand même des éléments de la manière dont on s'organise, du récit qu'on se raconte, de nos habitudes aussi militantes qui, quand on les connaît, eh ben, on peut s'en libérer et on peut faire irruption. C'est vraiment un truc qui est super important. Je pense que dans le militantisme à venir, et les Gilets jaunes doivent bien l'avoir réalisé, c'est que lorsqu'on reproduit plusieurs semaines de suite le même format d'action, bah, on permet aussi à nos adversaires de le connaître, le maîtriser et nous contrecarrer. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est à la fois repérer toutes nos habitudes militantes, et évidemment, il n'y a personne qui a toutes ces habitudes militantes-là, et d'ailleurs, ça s'applique de manière très différenciée de collectif à l'autre, et à partir de là, se dire, OK, quelle discussion on pourrait avoir au sein d'un collectif pour inventer des actions qui soient créatives, qui atteignent les objectifs, au-delà du fait de seulement faire parler de nous ou de rendre plus visible la lutte, mais qui vraiment atteint des objectifs qu'on s'est fixés, et une manière aussi de réfléchir à nos cibles et à mieux les comprendre, à comprendre qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est vulnérable, de manière à appuyer avec nos points forts sur leurs points faibles. Il y a des collectifs qui sont épuisés, qui sont passés à autre chose, et il ne manque pas grand-chose pour les relancer, puis pour donner une autre dynamique. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vu qu'il y avait une pétition existante où il y avait déjà, je crois, 10 000 personnes contre ce truc-là. Ils avaient fait 2-3 trucs, mais ça faisait quelques mois que c'était en jachère. Donc, je les ai contactés en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas relancer? Est-ce qu'il n'y a pas d'action à faire? Et de là, on a fait une marche pour le climat locale à Sophie Antipolis. On a relancé la pétition qu'on a à 20 000. Et on a commencé à faire pression vraiment sur les élus locaux. Mais ça montre quelque part que la pression citoyenne, vraiment, quand on les pointe du doigt et quand on montre une mobilisation massive, ça a un impact. Moi, je pense pas, je pense plus, et je pense que c'est suffisamment clair maintenant sur ma chaîne que les États vont nous sauver et prendre les mesures nécessaires, et que c'est effectivement un rapport de force décisif qu'il faut établir et qui demande de sortir d'une certaine attente qu'on peut avoir quand on a une tactique citoyenniste qui, à mon avis, aujourd'hui, a montré ses limites. Ouais, je suis assez d'accord, et c'est effectivement bien pour ça que je t'ai invité, entre autres, et que je partage ce projet de réseau de résistants, parce que c'est certainement une des clés pour commencer à avancer, à repérer les gens aussi qui ont envie à monter des équipes en fonction aussi des tempéraments, des gens. Tu vas avec des équipes avec qui tu t'entends bien, avec qui tu partages à peu près le même courant, tu sais que tu es prêt à aller loin avec eux. Donc c'est vachement plus facile quand ce boulot-là a été fait déjà, pour pouvoir se repérer, se connaître, discuter, avancer ensemble, quoi. Parce qu'effectivement, on verra tout à l'heure avec Raphaël, qui a eu aussi des relations avec les Gilets jaunes. C'est vrai que c'est fondamental, quoi, d'arriver à avancer ensemble, quoi. Les Gilets jaunes, moi, quand je regarde ce mouvement depuis le début, j'ai vraiment eu l'impression que c'était le mouvement de la convergence, en fait, parce qu'il y a pas, ça vient pas d'un. Mais par contre, c'est le mouvement d'en bas, quoi. C'est effectivement, et c'est peut-être aussi ce qui a fait vraiment peur au système, c'est que toutes les révoltes qui viennent vraiment du peuple d'en bas, de celui qui crève la dalle, en tout cas pour une bonne partie, voilà, c'est lui qui fait peur, en fait. Et en plus, il est allé chercher le cœur du système sans forcément s'en rendre compte tout de suite. Lauriane, est-ce que tu as un petit mot de la fin, peut-être? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant tout ce qui s'est dit. J'ai appris plein de choses aussi en lisant le chat. Peut-être que ce qui serait intéressant de finir, c'est juste parler des imaginaires. Parce que, en fait, une société se construit sur l'imaginaire. Et aujourd'hui, tu vois, il y a quelques années, on trouvait ça normal, ces élevages de poulets industriels, ces centres commerciaux. Et puis, je pense que les gens réalisent, en fait, à quel point c'est complètement inutile, à quel point c'est destructeur pour la planète.
Et comme ça, il y a de nouveaux imaginaires qui se créent tout doucement. Les gens discutent entre eux aussi, on l'a vu, hein, les gilets jaunes se retrouvent sur les ronds-points. Les gens ont envie d'être entre eux, de discuter et de réfléchir à ce que pourrait être une société qui soit plus résiliente. Et ça, je trouve que c'est assez positif et il faut vraiment l'entretenir et le développer et laisser les gens rêver et que ce soit quelque chose de pas quelque chose de catastrophique ou de négatif ou quelque chose qui fait peur, mais plutôt imaginer des futurs qui soient un peu plus réjouissants et des imaginaires plus résilients. Voilà. Merci Lauriane. Et quand on commence à causer avec les autres, on se rend compte qu'on a plein de points en commun et que tout ça, c'est vraiment des stéréotypes qui ne tiennent pas, quoi. Ouais, c'est ça, merci Raphaël. C'est vrai, hein, n'est-ce pas Vincent? Ils ont essayé de nous diviser pour mieux régner, mais nous, on va s'organiser et résister. Alors, on va commencer simplement. Donc, moi, c'est évident et je suis pas le seul. Le problème de la monnaie, de l'économie, ça me paraît assez central. Ça paraît être un petit peu le cœur du réacteur d'un petit peu tous nos problèmes parce qu'on a laissé échapper la création monétaire, on a laissé échapper pas mal de choses et surtout, on a oublié de s'y intéresser. Et l'économie, souvent, sous des mots très compliqués, nous fait croire qu'on peut rien y comprendre. Je pense que c'est pas vrai, qu'avec un petit peu d'intuition, en réfléchissant un petit peu, en s'informant un peu, on peut tout à fait comprendre en tout cas les principaux rouages de l'économie et comprendre là où on s'est fait avoir. Les monnaies locales, à mon avis, c'est un très très bon moyen de s'y intéresser, simplement, de le comprendre, de pouvoir remettre les mains dans le circuit court et commencer à s'émanciper petit à petit d'un système, ou en tout cas le préparer. Donc Andrea, je vais te laisser la parole peut-être pour nous présenter déjà un petit peu ton travail dans les monnaies locales, d'où ça vient. C'est un vaste sujet, les monnaies locales, parce que ça existe depuis un petit moment. On va dire que pour la France, ça fait, en tout cas sur la forme actuelle, une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a en circulation à peu près en toute la France 80 monnaies qui circulent et une vingtaine en projet. Il y a toute une série d'outils aujourd'hui qui nous permettent vraiment d'échanger autrement et de trouver une dynamique un peu différente. Alors, pourquoi échanger autrement ? Pourquoi on délègue à les banques centrales européennes et à d'autres, à des banques, surtout à des banques privées, la création monétaire? En fait, on fait de ça parfois un outil de domination plus qu'un outil de libération. Donc le premier travail qu'on fait quand on y travaille dans une monnaie, c'est constituer un réseau de proximité. C'est souvent une association dans la plupart des cas. Et cette association, elle va s'organiser sur quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on veut voir grandir dans la société. Donc, généralement, il se constitue des chartes des valeurs qui parlent de comment nous produisons aujourd'hui pour que ça soit une production plus saine, plus écologiquement responsable, plus humaine. Donc, les statuts, est-ce que c'est une coopérative, est-ce que c'est une association, comment on va travailler la démocratie à l'intérieur de ce type de structures. Et on va, en gros, utiliser la monnaie pour l'affecter dans ces réseaux-là et donner une force à cette société qu'on veut voir grandir et prendre la place davantage dans notre société. Donc, ce sont des monnaies qui sont affectées, sont des monnaies marchandes qui permettent l'intégration des commerces, qui font un gros travail aussi sur la loi, sur comment nous pouvons aussi, en tant que citoyens, infliger la loi, infléchir, faire qu'elle devienne ce qui devrait être la loi, c'est au service des gens et pas une loi qui nous convient plus ou qu'il faut actualiser parce que les temps changent. Donc voilà, donc c'est des dynamiques avant tout citoyennes et qui ont pour objectif de valoriser un type de société. Une des plus anciennes en Europe, c'est la monnaie existante encore en circulation qui s'appelle le VIR. VIR qui veut dire nous et qui existe en Suisse.
et qu'à chaque effet de crise, on voit, il y a le franc suisse qui diminue, et la monnaie locale, le VIR, qui augmente. Et ce travail-là, il est découvert par quelqu'un qui était à la Banque centrale belge et qui s'est intéressé pendant des années à la question de pourquoi la Suisse, malgré toutes les périodes de crise, a une stabilité économique. Et donc, il a découvert qu'il y avait des monnaies complémentaires, et donc notamment une monnaie de crédit interentreprises en Suisse, et que c'était ça qui faisait qu'il y ait une économie qui s'en sorte mieux que les autres. Mais en tout cas, la monnaie locale a peut-être cet avantage d'être très simple de compréhension au départ, de toute façon, parce que c'est associatif, c'est local, et donc c'est indexé sur l'euro. Hein. C'est bien ça. Hein. Oui, en effet, on cherche la complémentarité à l'euro pour rendre à l'euro aussi un service. C'est-à-dire qu'on sort l'euro, on l'affecte dans des livrets solidaires via des banques éthiques. Donc, généralement, il y en a 3 en France. Donc, Crédit Coopératif, l'ANEF, Nouvelle Économie Fraternelle, et les crédits municipaux qui ont la caractéristique d'être des banques publiques municipales. Et donc, on va introduire les euros dans ces endroits-là, hein, donc avec un livret qui est au titre de l'association. Et ces euros-là, ils vont servir pour faire du financement à la création des projets. Et on fait en plus un dédoublement monétaire, donc on va se retrouver avec des coupons billets ou les monnaies locales qui peuvent aujourd'hui prendre la forme des unités aussi numériques et qui vont être échangées dans un réseau d'acteurs, donc des entreprises, et on va pouvoir acheter, à boire, à manger, se transporter, voilà, toute une série d'acteurs qui sont dans nos territoires. Et qui ont été intégrés dans le cadre de la monnaie parce qu'ils répondent à ces valeurs que je disais tout à l'heure, voir grandir dans le monde, donc ils répondent à la charte sur laquelle le groupe se met d'accord. Et donc, elle va passer des main en main chez les producteurs, entre les producteurs et les salariés, entre les producteurs ou les consommateurs qui vont acheter, etc. Et ce qui est récent depuis 2018, c'est qu'on peut aussi payer des services publics en monnaie locale, la crèche. Voilà, en tout cas, la question qu'on pose au public là et aux collectivités, c'est est-ce que vous êtes aussi des acteurs d'une économie sociale et solidaire, puisque vous êtes des acteurs publics et donc vous cherchez à être dans une dynamique d'inclusion sociale et d'égalité sociale. Donc, des principes, en fait, vous devriez être dans une dynamique solidaire telle que nos chartes l'intègrent et le dynamisent, quoi. Et Ouais, donc, voilà, c'est ça le mécanisme. La monnaie locale, elle vient être une espèce de filtre pour qu'elle ne sorte pas et pour qu'elle ne soit pas aspirée. Ouais, ça permet du coup l'échange, beaucoup plus de rester dans l'échange plutôt que dans l'épargne ou dans la spéculation de toute façon, et dans Ouais, tout à la fait. création d'un réseau de confiance finalement avec des producteurs et des commerçants qu'on connaît, et au niveau local du coup, donc ça favorise le circuit court, etc. Je vais voir du côté de Milly, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans notre chat. Bon, je vois passer pas mal de sangliers, ça fait toujours plaisir. Dis-moi un petit peu. Oui, alors, entre quelques sangliers, j'ai relevé des remarques ou des questions qui me paraissent pertinentes. Donc, on nous demande déjà s'il y a une monnaie locale de ce type au Portugal. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir un petit peu si ça se développe dans d'autres pays. Andrea, tu as la réponse peut-être? Oui, tout à fait. Alors, au Portugal, je n'ai plus le nombre parce que au bout d'un moment, parfois, je perds exactement le nombre. Mais il y a une monnaie que j'aime beaucoup qui s'appelle Illico, qui est développée en Lisbonne. Je dois le dire en espagnol peut-être même. Voilà. Et donc, eux, ils se créent une monnaie qui est un lien pour mobiliser Alors, eux, ils l'appellent la biomonnaie, parce que ce sont des monnaies qui sont vraiment en lien avec les déchets et la filière des déchets. Donc, c'est une monnaie qui est donnée à des acteurs qui font le travail de recyclage et c'est pour mobiliser d'une part un recyclage bien fait, s'assurer que dans ce recyclage est complètement fait. Et c'est un lien avec la ville qui va donner des monnaies locales, et ces monnaies locales vont permettre après de favoriser soit une structure culturelle, soit des choses de ce type-là, pouvoir y aller dans une dynamique. Alors en France, ce type d'exercices se font beaucoup dans la région de PACA, et on les appelle les monnaies qui vont favoriser des éco-gestes. Ok, merci Andrea. On nous demande aussi, enfin, il y a Patch du rond-point de zéro qui nous dit que chez lui, donc c'est en Indre-et-Loire, et puis il y a Louane qui est en Touraine qui parle de la même monnaie qui s'appelle la gabar.
Et Patch nous dit que son ostéopathe prend la monnaie locale et qu'il gagne 2%. Et voilà, du coup, c'est bon pour l'économie locale. Donc, c'est un petit témoignage du quotidien qui montre que ça fonctionne. Oui, alors ce soir, on accueille Henri, qui a travaillé sur la monnaie locale en Île-de-France, qu'on appelle la pêche. Et pour info, Henri est gilet jaune et il a travaillé sur les gilets jaunes constituants de Montreuil sur le sujet de la monnaie locale, donc dans le 91. Salut Henri! Bonjour à tous. Le fait d'introduire la monnaie locale dans les revendications des prochaines listes candidates aux municipales, ça peut être très intéressant. Le développement des monnaies locales se fait assez lentement, je dirais lentement mais sûrement, et là-dessus arrive quand même en France un mouvement de contestation qui est absolument national, qu'on retrouve partout dans tous les départements, dans toutes les régions de France, qui pose des questions qui nous concernent tous, et qu'aucune de ces questions, on se rend compte qu'il y a quand même un problème monétaire derrière, un problème de financement. On est en crise, mais on peut penser que les crises vont s'aggraver, vont se succéder, et plus on est en période de crise, plus le plus important, c'est l'économie réelle, c'est-à-dire celle qui nous fait vivre au quotidien, celle qui nous permet de manger, de nous habiller, de nous déplacer. Là-dessus, c'est vrai qu'on travaille depuis un moment avec les Gilets jaunes constituants, notamment sur cet outil-là, des monnaies locales, pour essayer de le faire mieux connaître et d'essayer de faire adhérer les gens parmi les Gilets jaunes, les sympathisants Gilets jaunes, enfin tous les gens qui ont vu d'un bon œil l'arrivée de ce mouvement. L'idée, c'est qu'avec cette échéance des municipales, en fait, la municipalité, c'est l'échelle idéale pour renforcer l'économie locale, les circuits courts, défendre ce qui reste d'économie locale, les petites PME, les artisans, etc. Et en même temps, se réapproprier l'outil qui permet de l'économie. Et l'outil des monnaies locales paraît très adapté, voire même assez idéal. L'idée, c'est de se réapproprier la création monétaire, qu'elle sorte des mains des gens qui la possèdent aujourd'hui et qu'elle redevienne publique, c'est-à-dire au service du bien commun. Et là, je pense que quand on en sera là, on aura globalement gagné, c'est-à-dire que notre cause sera acquise. La chaîne Sanglier Jaune Médialitant que je construis a bien évidemment besoin d'un peu d'aide. De ceux qui rajoutent simplement une vue et qui s'informent, de ceux qui commentent les vidéos, de ceux qui critiquent respectueusement, de ceux qui m'encouragent et me font parvenir des puissants et touchants messages de soutien, de ceux qui s'abonnent et qui cliquent sur la cloche, de ceux qui partagent et qui font connaître autour d'eux, et ceux qui laissent une participation sur Tipeee. Merci. Bon, bah avec tout ça, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu ce week-end, nous, c'est pas compliqué, Bolty. On a plein d'énergie, on a plein d'idées. Allez, c'est parti. Mon Bolty, on va manifester. À la semaine prochaine.